La nouvelle carte de l'Europe qui est en train de sortir de ce processus d'adhésion me paraît rendre la situation de demain peut-être plus difficile encore que celle que nous connaissons aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Le principal, je crois, c'est celui de l'émotion. L'Europe en général et les pays proches de la Russie en particulier sont sous le coup de cet événement du 24 février dernier, de l'invasion et de l'agression par la Russie d'un pays voisin. Donc ça a créé en même temps un réflexe de peur. Le deuxième élément qui joue et qui est très proche du premier, c'est que la neutralité suédoise, elle est très ancienne, puisqu'elle date du premier tiers du 19e siècle. La neutralité finlandaise, elle, est beaucoup plus récente et marquée du saut de la guerre froide. Mais d'une façon générale, Suède et Finlande avaient gardé, après 1989, un positionnement qui correspondait au contexte de la guerre froide qui n'existe plus. Donc, ces vieux modèles dépérissaient d'eux-mêmes. Et puis, il y a aussi un troisième facteur, c'est que il y avait une spécificité scandinave, et en particulier suédoise et finlandaise, dans l'Europe d'hier, dans l'Europe de la bipolarité, une volonté notamment de la social-démocratie scandinave et suédoise en particulier, je pense à un personnage comme Olof Palme, de jouer la différence par rapport aux autres modèles sociodémocrates et surtout au modèle qui était dominant dans l'Europe, je dirais, atlantique. Et aujourd'hui, cette distinction de la social-démocratie suédoise ne joue plus. On a affaire à une nouvelle génération de dirigeants et l'exceptionnalisme suédois comme l'exceptionnalisme finlandais ont disparu. Les termes qui ont été employés pour qualifier la décision de la Suède et de la Finlande sont modérés et même explicitement il a été ajouté que ces deux pays ne sont pas menacés, mais que vaut la parole du Kremlin en ce moment? Ça, c'est une question qui serait légitime de se poser. D'un certain point de vue, je pense que d'une part, Moscou considère que ça ne changera rien de fondamental et que cela ne touchera pas à ses intérêts, mais je pense qu'il y a un triomphalisme discret, et c'est une remarque que l'on ne s'est pas suffisamment faite. La Russie avait dit au début de son agression contre l'Ukraine quelque chose d'absurde, à savoir que l'OTAN était une menace et encerclait de plus en plus la Russie. Dans la mesure où l'OTAN se rapproche des frontières russes, discrètement, Vladimir Poutine se dit que c'est QFD, que ce qu'il avait dit est en train de se réaliser. Donc je ne pense pas que cette adhésion, qui sur le plan stratégique ne change rien de fondamental, soit considérée nécessairement comme une mauvaise nouvelle au Kremlin. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention à l'endroit où nous mettons les pieds. On est en train de créer une situation nouvelle qui est d'abord de nature symbolique, qui relève d'abord de l'affichage, mais qui va probablement créer de grandes difficultés dans la gestion non seulement de la crise actuelle, mais surtout de la post-crise. Je pense qu'il faut comprendre ce qu'implique cette adhésion de ces deux États à l'OTAN, non pas tant à chaud, parce que je crois qu'à chaud, rien ne sera fondamentalement changé. Je ne pense pas que la Russie ait jamais eu l'idée d'attaquer ou d'envahir la Finlande, mais en revanche, la nouvelle carte de l'Europe qui est en train de sortir de ce processus d'adhésion me paraît rendre la situation de demain peut-être plus difficile encore que celle que nous connaissons aujourd'hui. La dissuasion autrefois fonctionnait parce qu'on avait face à face deux blocs qui se respectaient et qui étaient de capacités comparables. Aujourd'hui, si on oppose à un seul État, aussi fantasque et dangereux soit-il,
toute une coalition, alors là, la dissuasion va être déséquilibrée, on entre dans le cycle de l'humiliation et de la réaction irrationnelle. Et puis enfin, dernièrement, n'oublions pas que la carte de l'Europe est en train de se modifier. Il y a une superposition croissante entre la carte de l'Union européenne et celle de l'OTAN. Bien sûr, tous les membres de l'OTAN ne sont pas membres de l'Union européenne, ça va sans dire. Mais de plus en plus, tous les membres de l'Union européenne sont membres de l'OTAN, à quelques exceptions comme l'Autriche et l'Irlande, ce qui quand même, sans leur faire injure, est tout à fait marginal dans la carte politique de l'Europe. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce qu'on veut, au moment où on parle d'autonomie stratégique européenne, au moment où on parle d'identité européenne, est-ce que l'on veut que cette superposition, finalement, reconstitue une Europe atlantique qui avait quand même fait couler beaucoup d'encre depuis le général de Gaulle jusqu'à François Mitterrand? Est-ce que véritablement on choisit cette voie? Est-ce que c'est celle qui nous amènera à stabiliser enfin l'Europe après la chute du mur et l'effondrement de l'Union soviétique? C'est 30 ans que nous avons perdus pour définir un vrai régime de stabilité en Europe.